Même si ça a pris du temps, nous nous sommes faits à l'idée que nous ne constituons pas le centre de l'univers. Nous savons désormais que notre Soleil, qui alimente en énergie la moindre cellule des êtres vivants de notre planète, n'est qu'une minuscule étincelle parmi une multitude d'étoiles dans le feu d'artifice cosmique. Nous vivons quelque part ici, dans la périphérie de notre immense Voie lactée. Or, celle-ci n'est elle-même qu'un grain de sable perdu dans un océan d'innombrables galaxies. Et même cette immensité ne représente qu'une infime partie de l'univers observable. Mais qu'est-ce qui maintient tout cela ensemble ? La cohésion de cette gigantesque structure serait assurée par une mystérieuse substance. C'est sombre, c'est de la matière, mais on ne peut pas la voir. Et bien que cette substance soit absolument partout et confère sa forme à l'univers, nous n'en avons encore jamais vu. On n'a pas découvert une seule particule de matière noire de toute l'histoire de l'humanité. C'est vrai, son absence dans nos expériences est l'un des plus grands mystères de la science actuelle. Comment se fait-il qu'une grande partie de l'univers nous demeure cachée? Cette étrange matière noire existe-t-elle vraiment? Ou sommes-nous à la poursuite d'une chimère? La vie sur Terre trouve sa source dans des événements qui se sont déroulés en des temps immémoriaux, bien avant que le mot « temps » existe. Des atomes se sont regroupés pour former des étoiles, se sont réorganisés en de nouveaux éléments lors de fusion d'étoiles à neutrons, puis ont été éjectés dans l'espace au cours de gigantesques explosions. Tout ce que nous voyons dans notre monde, que ce soit les innombrables astres qui brillent dans le ciel, les océans, les montagnes, les humains, de même que les fourmis et les champignons, tout est composé de ces atomes formés il y a une éternité dans l'immensité de l'univers. Et voilà que des scientifiques affirment que tout ça, cet univers observable, ne représenterait qu'une petite fraction d'un plus grand tout. La physique nous rappelle sans cesse que nous ne sommes pas aussi spéciaux que nous le pensons. La théorie de la matière noire en est un exemple. Les recherches actuelles montrent que l'univers contiendrait 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire. C'est-à-dire la matière qui nous compose, vous, moi, les pommes de terre et le pape. C'est assez sidérant quand on y pense. Si derrière la partie visible de l'univers se cache 80% de matière supplémentaire, pourquoi ne l'avons-nous jamais observé? C'est comme si nous n'avions pas remarqué que notre planète était en grande partie composée d'eau. Nous souffrons depuis longtemps de ce que le grand astronome Martin Rees a appelé un jour le chauvinisme des particules, à savoir la difficulté à envisager quelque chose dans l'univers qui ne nous ressemble pas. La raison pour laquelle nous voyons est le résultat de l'évolution. L'œil est réglé pour détecter la lumière du soleil, c'est-à-dire la lumière visible. Or, il s'avère que la matière noire ne fait pas partie du spectre visible. Il n'est donc pas surprenant que nous n'en ayons rien su avant de la détecter indirectement. La matière noire est invisible. Elle ne réfléchit ni n'émet de lumière. C'est pourquoi elle est noire. Telle un passe-muraille, elle traverse notre monde de matière, ce qui la rend indécelable. S'il y a 5 fois plus de matière noire que de matière ordinaire dans l'univers, cela veut dire que nous nageons en permanence dans un océan de matière noire. Imaginez un instant que vous ayez des lunettes spéciales qui vous permettent de la voir. D'après nos calculs, environ 1 milliard de particules de matière noire traversent le corps de chacun d'entre nous à chaque seconde. Nous verrions un monde magique. Un monde doté d'une immense richesse de structures, caractérisé par un réseau de filaments, tapissé de régions de haute et de basse densité, de bosses, de chaînes et de fibres, une structure filigranée d'une grande beauté.
La matière noire est responsable du fait que pendant que nous sommes assis ici à parler, les structures de l'univers continuent à se transformer, à se développer. Si cette matière noire est si omniprésente et influente que ça, la recherche aurait déjà dû en découvrir une bonne quantité. C'est le moment de lancer une musique dramatique. Nous la cherchons depuis très longtemps et nous avons découvert en tout et pour tout 0 particule de matière noire. La recherche sur la matière noire avance comme qui dirait dans le noir. Personne n'a la moindre idée de sa nature. Et aucun détecteur n'est parvenu jusqu'à présent à la débusquer. Alors pourquoi la majorité des chercheurs sont-ils malgré tout convaincus qu'elle existe bel et bien ? Il y a quelque chose qui cloche. On a constaté des anomalies. Les premiers indices laissant penser à l'existence dans l'univers d'une substance invisible remontent au début du XXe siècle. À cette époque, des télescopes plus perfectionnés apparaissent. Tout à coup, on découvre dans le ciel des points lumineux qui ne sont pas des étoiles de notre Voie lactée, mais d'autres galaxies. Leur mouvement met un chercheur suisse sur la piste de la matière noire. Fritz Zwicky, un astronome suisse réputé pour être très grincheux, a étudié des amas de galaxies. Et en calculant leur vitesse de rotation, il en a déduit que quelque chose au sein de ces amas qu'il ne pouvait pas voir maintenait leur cohésion. Il l'a baptisé Dunkle Materie, matière sombre. S'il émet l'hypothèse d'une matière invisible, Fritz Zwicky n'arrive pas à cerner sa nature. L'astronome suppose qu'il s'agit de poussière, d'astéroïdes, de planètes ou d'autres objets non lumineux. D'après ses calculs, l'amas de galaxies Coma devrait en contenir une quantité nettement supérieure à celle de ses étoiles visibles. Mais pour ses collègues de l'époque, difficile d'imaginer qu'un tel volume de matière puisse demeurer caché. Et ils ont encore plus de mal à concevoir que cette matière indécelable par leur télescope puisse maintenir la cohésion d'amas de galaxies. Quand on a consacré sa carrière à observer l'univers, c'est évidemment un coup dur. Et c'est ainsi que les observations de Fritz Zwicky sont tombées dans l'oubli. Mais pas longtemps. Les galaxies sont composées d'une multitude d'étoiles qui tournent tout autour d'un centre. Un peu comme ce qui se passe dans une tasse de café ou avec un cyclone. Pour que les galaxies puissent se maintenir durant plusieurs milliards d'années, deux forces doivent être à l'équilibre, la force centrifuge et la gravitation. Comme ici, dans cette expérience réalisée avec une visseuse électrique. La force centrifuge projette les boules vers l'extérieur, tandis que les fils les retiennent. Voilà pour les bases de la physique. Sauf que les galaxies se comportent différemment. Il est temps de vous présenter l'astronome américaine Vera Rubin. Ses observations au début des années 1980 ont remis la matière noire sous les feux de la rampe du débat scientifique. En effet, elle a été la première à remarquer que les étoiles des galaxies ne semblaient pas respecter ces lois de la physique. Vera Rubin a été une pionnière. Elle a commencé à étudier la vitesse de rotation des galaxies spirales à partir des années 1960-1970. Et elle a constaté que les étoiles situées à leur périphérie tournaient toujours plus vite que leur masse estimée ne le laissait prévoir. La loi de la gravitation de Newton constitue l'une des plus belles constantes de la physique. Elle donne la clé du déplacement des planètes de notre système solaire. Or, une formule dit que la vitesse des planètes doit diminuer avec la distance. Ainsi, Mercure tourne plus vite autour du Soleil que Pluton, puisque la vitesse de chaque planète est inversement proportionnelle à la racine carrée de sa distance au Soleil. En extrapolant au reste de l'univers, les étoiles situées en périphérie des galaxies devraient donc tourner moins vite que celles situées près de leur centre. Or, les observations astronomiques fournissent une toute autre image.
Au lieu de diminuer en même temps que la masse et la force d'attraction, les vitesses des étoiles de la plupart des galaxies restent contre toute attente constantes à partir d'une certaine distance. C'est le cas à l'écran sur l'image de droite. Comment expliquer qu'en périphérie des galaxies, les étoiles ne semblent pas obéir à la loi de la gravitation de Newton? Pourquoi ne sont-elles pas éjectées hors de leur orbite? Elles tournent effectivement beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient, si l'on s'en tient à ce qui est observable avec nos télescopes. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Soit la loi de la gravitation est erronée, ce qui est plutôt improbable, car cela voudrait dire que Newton mais aussi Einstein se sont trompés, soit la masse totale des galaxies est supérieure à leur masse visible avec nos télescopes. Il y a donc une masse qui n'émet pas de lumière, qui n'est pas sensible à la force électromagnétique, d'où l'expression de matière sombre, matière noire. Plus de 60 ans après la découverte de Vera Rubin, la théorie des particules est considérée comme la plus probable. Les galaxies seraient immergées dans un bain de particules de nature inconnue qui n'interagiraient pas avec la lumière, mais auraient un effet gravitationnel via leur masse. Un peu comme à gauche sur l'écran. Les fils noirs maintiennent les boules et les empêchent d'être éjectées par la force centrifuge. Mais ne pourrait-il pas y avoir une autre explication, plutôt que d'imaginer d'obscures particules fantômes partout dans l'univers? Et si, à l'échelle galactique, la gravitation était différente de celle que Newton nous a enseignée? Après tout, jusqu'à présent, nous n'avons pu mesurer son effet que dans notre système solaire. Pour expliquer ces anomalies, certains chercheurs proposent en effet de revoir les lois physiques qui constituent le modèle standard. L'une des théories alternatives qui n'a toutefois pas beaucoup de succès, c'est celle de Mond, ou dynamique newtonienne modifiée. Elle repose sur une modification des équations de la loi de gravitation de Newton et de la relativité générale. Le problème, c'est qu'elle ne colle pas avec certaines observations, ce qui fait qu'on peut, selon moi, l'écarter. Au cours des dernières décennies, d'autres indices sont venus conforter l'existence de la matière noire. Des indices qui ne peuvent pas être expliqués, même en modifiant les lois de Newton. Einstein nous a appris que les corps massifs courbent l'espace. Une présence très importante de matière peut même dévier des rayons de lumière. C'est le cas avec le phénomène de l'anneau d'Einstein. Imaginons qu'un corps céleste très massif se trouve entre nous et une galaxie. Celle-ci apparaîtra déformée, comme si on la regardait à travers une lentille optique géante. Ce verre à vin agit à la manière d'une lentille. Il va dévier la lumière des galaxies situées à l'arrière-plan et, en la déviant, déformer leur image en leur donnant une forme d'arc caractéristique. La matière noire agit exactement comme une lentille. Elle peut, tout comme elle, dévier la lumière des galaxies et déformer leur image. C'est le même phénomène. En astrophysique, on dit qu'un amas de matière noire a un effet de lentille gravitationnelle. Au cours des dernières décennies, les télescopes ont observé de nombreuses lentilles gravitationnelles. Certaines nous sourient, comme ce célèbre smiley. Ce qui ressemble à deux yeux correspond à des galaxies massives situées au premier plan. Le contour du visage et la bouche sont en revanche des images déformées d'une galaxie située à l'arrière-plan. Sur cette photographie de l'amas de galaxies Abell 370, le halo lumineux aux allures de serpent est en fait l'image déformée d'une autre galaxie située bien au-delà. Et les mathématiques permettent d'en savoir plus sur ces verres à vin géants. À l'aide des formules d'Einstein, on peut en effet calculer la masse contenue dans ces amas de galaxies capables de déformer la lumière. Résultat, leur masse totale est 10 fois plus élevée que leur masse visible. Cela prouve l'existence de la matière noire, et ce de manière irréfutable. Mais attendez, il existe un phénomène très similaire, avec des objets célestes réputés pour l'intensité de leur champ gravitationnel et qui n'émettent aucune lumière. Ce sont les monstres les plus célèbres de l'univers, les fameux trous noirs. Serait-il cette matière sombre que la science recherche désespérément? Les trous noirs fascinent les physiciens tout comme le grand public, car ce sont des objets aussi exotiques que magiques.
Ils engloutissent tout ce qui passe à proximité et ont le pouvoir, entre autres, de perturber l'espace-temps. Or, certains trous noirs se seraient formés très tôt dans l'univers. C'est ce qu'on appelle les trous noirs primordiaux. Ce sont effectivement de bons candidats au titre de matière noire. Ces trous noirs primordiaux seraient aussi petits qu'un caillou, mais aussi lourds que notre planète Terre. Leur taille ne leur permettrait pas d'engloutir des étoiles. En revanche, leur effet gravitationnel conjugué pourrait théoriquement assurer la cohésion des galaxies. En tant que physiciens, nous testons des hypothèses. Or, la plupart de celles concernant les trous noirs ont été réfutées par de nombreux tests d'observation. Les trous primordiaux ne sont pas encore définitivement hors course, mais pour l'heure, la majorité des chercheurs pensent que la matière noire est plutôt constituée de particules non standards. Et que ce ne sont pas les atomes qui sont la force dominante de l'univers, mais bel et bien cette matière noire. Une force obscure dans le cosmos? Pour les fans de Star Wars, rien de nouveau sous les étoiles. You underestimate the power of the dark side. Bon, laissons Dark Vador et son sabre laser. Dans la réalité, un grand nombre de chercheurs ont consacré leur carrière à essayer de débusquer cet énigmatique fantôme de l'univers. C'est sans doute la plus grande traque scientifique de toute l'histoire. Et on s'en donne les moyens. Pour atteindre ce nouveau Graal, on a construit de nombreux détecteurs, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Certains sont situés sous des montagnes, protégés des rayonnements perturbateurs, au pôle sud, et même dans l'espace. Dans le plus grand accélérateur de particules du monde, au CERN, on tente une autre stratégie. Essayer de créer de la matière noire. Alors de quoi est-elle constituée au juste? Et où se cache-t-elle? On l'ignore encore. La question même de savoir si la matière noire est composée de particules capables d'interagir avec notre détecteur reste ouverte. L'hypothèse de particules encore inconnues en dehors du modèle standard ouvre à elle seule un champ d'expérimentation extrêmement vaste. Il est grand temps de vous présenter nos chasseurs de matière noire. Il y a d'abord la physicienne des astroparticules. Elle essaye de déceler la présence de matière noire à l'aide de détecteurs. Son super pouvoir, observer les collisions entre atomes. Sa mission, tendre un piège à l'insaisissable substance. Ensuite, il y a l'expérimentateur en physique des particules. Il étudie les éléments de base qui composent notre monde. Son super pouvoir, créer de nouvelles particules dans un accélérateur de particules. Sa mission, produire de la matière noire en laboratoire. Et enfin, il y a le cosmologue. Il étudie la naissance, l'évolution et les structures à grande échelle de l'univers. Son super pouvoir, simuler des univers virtuels à l'aide de formules. Et c'est le cas ici, avec ces machines clignotantes qui fourniraient des arguments convaincants de l'existence de la matière noire. Il s'agit en fait d'un laboratoire numérique où les chercheurs simulent les processus d'évolution de l'univers pour pouvoir ensuite les observer en accéléré. Les superordinateurs qui le composent consomment autant d'électricité qu'une petite ville. C'est une sorte de pouponnière. Une pouponnière d'univers virtuel qui permettra de mieux comprendre notre monde. En se basant sur les lois physiques connues, les processeurs créent une accélération temporelle cosmique. Autrement dit, une simulation de la formation de notre monde. Et si les hypothèses de départ sont correctes, le résultat est bluffant. Les simulations à l'aide de superordinateurs constituent l'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire. Ces univers virtuels ressemblent étrangement à la réalité, à condition d'y incorporer les bons ingrédients. Et il s'avère que l'ingrédient crucial, c'est la matière noire. La cosmologie travaille avec des particules de matière noire froide. Ces particules hypothétiques découlent d'une théorie appelée modèle lambda CDM, qui peut expliquer toute l'évolution de notre univers, du Big Bang à aujourd'hui.
Selon ce modèle, sans matière noire, il n'y aurait ni étoiles, ni galaxies. Et au bout du compte, pas de vie non plus. La matière noire est l'architecte du cosmos. Au tout début, l'univers était ennuyeux, uniforme. Il n'avait pas de structure. Et puis très vite, la gravité de la matière noire a contribué à la formation de petits amas de matière. Et ces amas ont grossi. C'est ainsi que les galaxies comme notre Voie lactée se sont formées. Des nuages de gaz primitifs sont tombés dans ces amas de matière noire et se sont transformés en étoiles, puis en galaxies telles qu'on les connaît aujourd'hui. Tout ceci est le résultat de l'effet gravitationnel de la matière noire, de la simplicité initiale du Big Bang à la complexité actuelle de l'univers des galaxies. Eh bien voilà, nous avons résolu notre énigme. La matière noire est une substance dotée de super-pouvoirs qui n'interagit pas avec la lumière. Elle forme l'ossature de la toile cosmique sur laquelle s'étend la matière observable. Et telle un marionnettiste invisible, elle assure la cohésion des galaxies. Sans elle, notre univers n'existerait pas, et l'humanité ne pourrait pas se poser toutes ces questions sur le comment, le quand et le pourquoi. Merci, et au revoir tout le monde. Générique s'il vous plaît. Désolé, mais une simulation ne suffit pas. En revanche, c'est un merveilleux outil qui nous aiguille vers le type d'expérience qu'il faut concevoir pour espérer découvrir un jour la matière noire. Autrement dit, étant de simples modélisations numériques, les simulations ne constituent nullement des preuves. En revanche, elles peuvent aider à s'approcher de la matière noire. Selon le modèle lambda CDM, les particules de matière noire sont froides et se déplacent lentement. Et elles sont relativement massives, donc lourdes. Elles n'interagissent que faiblement avec la matière ordinaire, c'est-à-dire qu'elles la traversent la plupart du temps comme un fantôme. Ces particules hypothétiques ont été baptisées WIMP, pour Weakly Interacting Massive Particle. On pourrait le traduire par « particules massives interagissant faiblement ». Mais c'est aussi un jeu de mots, parce qu'en anglais, WIMP veut dire minuscule, dégonflé, mauviette. Et cela décrit assez bien ce que nous recherchons. Allons voir du côté de la physique expérimentale des particules. Tandis que des cosmologues comme Carlos Frenk cherchent des réponses dans le monde de l'infiniment grand, des physiciens des astroparticules comme Catherine Valerius explorent l'infiniment petit. Leur objectif, tendre un piège à ces particules hypothétiques. Nous travaillons avec un détecteur rempli d'atomes de xénon. À un moment donné, une particule de matière noire va y entrer, toucher un atome de xénon, déclencher un flash de lumière, un nuage d'électrons, que nous pourrons mesurer au-dessus dans le détecteur. Bien sûr, l'expérience est un peu plus compliquée que d'enfiler quelques clochettes sur un fil. Il faut tout d'abord trouver l'endroit adéquat. L'expérience Xenon 1T se déroule dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso, en Italie. Placer l'installation dans un tunnel sous une montagne la protège des rayons cosmiques qui perturberaient nos mesures. La difficulté de l'expérience apparaît clairement lorsqu'on se penche sur une particule connue, elle-même jadis candidate à la matière noire, mais qui s'est finalement révélée trop rapide et trop légère pour être à l'origine des effets de la matière noire. Le neutrino. Une particule omniprésente. J'aime bien utiliser l'exemple de la boîte à chaussures. À l'intérieur d'une telle boîte, il y a environ 2,5 millions de neutrinos issus du Big Bang. Et c'est le cas partout dans l'univers, peu importe où je la place. Ces neutrinos ont une propriété en commun avec la matière noire. Ils n'entrent presque jamais en collision avec les atomes qui nous entourent. Pour espérer que les neutrinos entrent en interaction avec la matière ne serait-ce qu'une fois, il faudrait leur opposer un mur de plomb d'1 année-lumière d'épaisseur. Et encore faudrait-il d'abord rassembler 1 année-lumière de plomb. Autant dire que ce sont vraiment des particules fantômes. Or, la matière noire entre encore moins en collision avec notre monde d'atomes. Un vrai passe-muraille. Et comme les chercheurs n'ont qu'une vague idée de la nature de la matière noire, plusieurs expériences sont menées parallèlement. Certains détecteurs sont dotés de gigantesques réservoirs de xénon, d'autres de cuves remplies d'hélium. On utilise aussi des cristaux spéciaux. La variété des projets est telle qu'elle permettrait de remplir à elle seule une grille de mots croisés.
Et dès lors qu'une expérience est lancée, il s'agit d'attendre. Attendre que le piège se déclenche. Sauf que les chercheurs attendent depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. La quête de l'insaisissable matière noire exige décidément une bonne dose de... persévérance. Dans notre domaine de recherche, il faut être très patient, que l'on travaille sur les neutrinos ou sur la matière noire. Mais dans l'hypothèse où la patience ne suffirait pas, ne serait-il pas préférable de recréer une particule de matière noire? C'est là qu'entre en jeu le pouvoir de l'expérimentateur, qui travaille au sein de l'accélérateur de particules du CERN. Soit on peut attendre qu'un énorme réservoir de xénon détecte une particule de matière noire, soit on peut prendre deux particules de matière ordinaire et les faire entrer en collision à raison de 40 millions de fois par seconde, en se basant sur le taux d'interaction de la matière noire avec les particules dites messagères. On pourrait de cette façon recréer de la matière noire en laboratoire. Bienvenue dans le plus puissant accélérateur de particules au monde. Ce géant consomme un tiers de l'énergie nécessaire pour alimenter la ville voisine, Genève. Son but, explorer la nature fondamentale de l'univers, autrement dit, le décomposer en ses différents éléments. En faisant entrer en collision des atomes à une vitesse proche de celle de la lumière, les chercheurs recréent les conditions qui existaient juste après le Big Bang. Comprendre ce qui s'est passé alors nous aidera à comprendre notre univers actuel et pourrait contribuer à résoudre les grandes énigmes de la science, y compris la nature de la matière noire. Mais jusqu'à présent, le CERN aussi est bredouille. Pas la moindre trace de matière noire. On devrait organiser une conférence de presse à chaque article annonçant qu'on n'a toujours pas découvert de matière noire et qu'on a réfuté telle ou telle hypothèse, avec champagne et caviar à volonté. Cela permet au moins de restreindre le champ de recherche de la matière noire. Traquer la matière noire, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'on ne sait pas du tout à quoi ressemble cette fameuse aiguille. Qui sait ? Peut-être finirons-nous par trouver cette mystérieuse substance dans un endroit tout à fait inattendu? Ou peut-être avons-nous besoin d'un génie comme Albert Einstein, lui qui a bouleversé notre conception de la réalité avec sa théorie de la relativité générale. L'un de mes collègues, Eric Ferlinde, propose d'interroger la structure même de l'espace-temps. La gravité est, selon sa théorie, une propriété émergente de l'espace-temps, due au fait que ses composants fondamentaux ne sont pas des particules ou des champs, mais de minuscules qubits d'information. Là, même moi, je suis dépassé. Bon, alors osons la question. Si la matière noire est invisible à nos yeux et n'interagit pas avec nous, pourquoi devrait-on s'y intéresser? Après tout, elle n'influence pas le cours de la bourse et elle ne rend pas nos animaux plus heureux. Pour moi, la science, tout comme l'art, excelle quand elle donne à voir le monde sous un angle différent. Point barre. L'autre réponse intéressera plutôt les acteurs de la finance et les décideurs économiques qui nous écoutent. Sachez que le retour sur investissement de ce type de recherche est très positif. Le World Wide Web a été inventé ici au CERN dans les années 1989-90 pour faciliter l'échange de données entre les physiciens des quatre coins du monde. Et aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser pour regarder des vidéos de chats ou pour écrire des commentaires désobligeants sur YouTube. Ça a bouleversé nos vies. Découvrir ce qui assure la cohésion des galaxies et de notre univers constituerait une formidable avancée scientifique. Et cette découverte ouvrirait également une fenêtre sur un tout nouveau monde inexploré. Et qui sait quelles applications nous pourrions en tirer? Imaginez par exemple que nous puissions puiser dans l'immense énergie contenue dans la matière noire. Notre problème énergétique serait résolu, et nous pourrions par exemple voyager à travers la Voie lactée. Mais pour cela, encore faut-il d'abord mettre la main sur cette mystérieuse matière noire.